Bonjour à tous et bienvenue sur notre balado Les Voies de la transformation. Aujourd'hui, on parle avec une invitée des aspects plus scientifiques de la transformation numérique, mais aussi de l'importance d'avoir une approche cohérente en fonction des objectifs d'affaires de votre entreprise. On vous avertit tout de suite, la conversation d'aujourd'hui est riche en connaissances et surtout, ça peut vous aider à démêler pourquoi la transformation numérique peut favoriser la génération de valeur dans votre entreprise. Sur ce, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, que ce soit sur LinkedIn, YouTube, Spotify ou toute autre plateforme audio. On vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on reçoit avec enthousiasme une chercheuse de l'Institut de recherche sur les PME et une professeure en système d'information à l'École de gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bienvenue parmi nous, Claudia. Merci Marie, merci Jonathan. Avant de commencer là, dans le vif du sujet de la transformation numérique, c'est qui Claudia Pelletier? Bon, écoute, je peux te donner ma carte d'affaires, mais je pense pas que ça t'intéresse. Claudia Pelletier, tu l'as dit, c'est une professeure aujourd'hui, c'est une professeure chercheuse en système d'information. Avant ça, j'ai été quand même quelques années à rouler ma bosse, on va dire ça comme ça, dans différents postes, gestion, administration, parce que dans une autre vie, j'étais initialement formée dans une technique dans les années 90. On va t'éviter tout ça. Mais je considère que je suis comme à ma troisième vie professionnelle, on va dire ça. Probablement la plus gratifiante, je te le cache pas. Mais ça, c'est suite à une maîtrise que j'ai faite dans le milieu de la trentaine en gestion des PME, après que mon emploi m'ait quitté. C'était bien de valeur, mais j'avais fait le tour. Puis ma solution, ça a été de dire, regarde, retourne dans l'école. Ça a fini en doctorat 5 ans plus tard. C'est un autre dossier. Ça nous arrive à toutes. En fait, puis là, la blague, elle commence à être pas mal connue, là, mais je dis toujours ma maîtrise dans le milieu de la trentaine, mon doctorat à 40 ans. Fait que c'était comme une crise, la quarantaine, si tu veux. Mais j'enseignais déjà à l'université depuis quelques années comme chargée de cours en management, en système d'information, bien sûr. Et j'étais retournée travailler comme gestionnaire entre la maîtrise puis le doctorat, me croyant toujours prête à faire ça. Et c'était correct. Mais j'ai été conseillère aux entreprises aussi pendant ce temps-là. Puis je dirais que c'est peut-être là que le déclic s'est fait, que j'étais rendue à peut-être aborder les problématiques que j'avais rencontrées comme gestionnaire ou comme employé ou même comme destinataire des changements technologiques qu'on vivait à l'époque. Puis là, je te parle pas de tous ces changements-là, mais déjà, je me questionnais. Pourquoi on fait ça comme ça dans les entreprises? Je le subissais, moi aussi, puis j'étais curieuse, puis en même temps, j'étais insatisfaite de ce que je trouvais. Fait que peut-être que comment je dirais ça, le déclic de la chercheuse s'est fait là sans que je m'en rende trop compte. Jusqu'à temps que j'arrive dans un poste de conseillère en gestion où là, j'avais vraiment l'impression d'être cloisonnée de tout bord, de tout côté, puis pas vraiment capable de dire, OK, j'ai appris plein de choses, pourquoi je peux pas le mettre en pratique dans ce milieu-là pour découvrir que finalement, c'est ça, on chemine dans notre carrière, on apprend des choses, on se découvre aussi, puis on change, heureusement. Et donc, ça m'a mené à faire un doctorat, effectivement, en 2010, que j'ai terminé. J'ai eu le grand privilège de le faire à temps plein. C'est un doctorat professionnel aussi, c'est un DBA, c'est la différence d'un PhD, où on recrute des gens qui ont de l'expérience de travail, de l'expérience de gestion, ce qui fait des cursus et des profils un peu différents de ce qu'on peut retrouver traditionnellement à l'université, là, quand on parle des professeurs-chercheurs qui peuvent faire peur à tellement de monde. Donc, ça fait aussi de nous des gens qui aiment, puis je dis nous parce qu'il y a plusieurs autres diplômés du programme là, avec qui je travaille aujourd'hui. On est tous enclins et très curieux de rester sur le terrain. Puis ça, c'est une belle valeur, puis je trouve que c'est un bel héritage de cette formation-là. Donc oui, depuis 10 ans, je suis professeure-chercheuse. Toujours le pied dans les entreprises, mais autrement. Cette fois-ci pour les étudier, mais aussi pour essayer de comprendre, puis évidemment essayer de faire le mieux, le plus pragmatiquement possible, mon petit bout de chemin avec elles, là, ces entreprises-là et leurs dirigeants, puis particulièrement les PME, bien sûr, qui restent mon milieu d'attache et de formation. Donc, de les accompagner le plus qu'on peut dans la fameuse transformation numérique aujourd'hui, mais toutes les autres problématiques, toutes les autres concepts importants là, qui vont se greffer à ça, puis on va sûrement discuter.
de les accompagner le mieux possible dans tout ça. Comme chercheuse aujourd'hui, certes, mais en collaboration avec un paquet d'autres mondes aussi. Je trouve ça génial. Je pense que du point de vue comme de la recherche, d'être un peu plus collé sur le terrain, on dirait que ça rend les résultats et les données de la recherche tellement plus concrets et applicables. Je dis, la recherche, c'est un monde en soi, mais pour nos entreprises, ils prennent pas le temps de regarder tous les résultats de la recherche, etc., versus la recherche qui est très collée sur l'entreprise, qui le fait plus en collaboration avec les entreprises pour cibler des enjeux comme réels et actuels. Moi, c'était ma motivation à ma maîtrise. J'avais choisi le sujet pour lequel je me disais ça va faire une différence, les résultats vont être concrets. Mais je trouve ça intéressant. Bien, ça fait partie de la formation d'un DBA, hein, en passant. On doit avoir un problème pratique à résoudre à travers tout le cursus qu'on va réaliser. Bon, c'est correct, je m'en vais au doctorat. Non. On t'attend. Je disais ça, moi aussi, après ma maîtrise. Ça a pris 5 ans avant que je me rende. Fait que mais je suis encore dans le bloc, mais... Je ne ferai pas de prédiction. Ne sous-estime pas la quarantaine qui va arriver dans pas long, mais dans plus loin. Parle-moi-en pas. Donc, trêve de plaisanterie là-dessus, mais tu as raison. Puis ça fait aussi de nous, j'ai envie de dire, des chercheurs différents, là, dans le sens où on a ce souci d'applicabilité de ce qu'on fait, de traduction, de vulgarisation, parce que tu as raison. Un article scientifique de 25 pages en 3 colonnes, écrit tout petit, là, je suis bien d'accord avec toi que c'est pas très attractif. Puis personne n'a le temps. Pourtant, il y a une mine d'or là-dedans. Oui. Et c'est déplorable quand même, parce qu'on travaille excessivement fort à les publier, ces fameux articles-là. Mais on manque d'habileté à les amener amener ces résultats-là. Mais tu le dis, vulgariser. Oui, clairement. À le transmettre de façon comprise, tu sais. C'est ça. Puis pour ça, je me définis, mais je me dis que je suis à la mode aussi, comme un modèle hybride. On me dit bonne vulgarisatrice, mais je pense pas que je le dois juste à des qualités personnelles. Je pense que je le dois surtout à un cheminement atypique, certes, là, mais un cheminement qui fait en sorte que j'ai pas oublié d'où je venais non plus, même si ça a beaucoup changé puis que je peux plus nécessairement me targuer de dire je connais tout du terrain, là, parce que c'est plus le cas. Ça fait quand même une bonne quinzaine d'années là, que j'évolue dessus à un autre titre. Mais je n'ai pas de programme de recherche, moi, si je ne suis pas sur le terrain. Là. Si je ne suis pas avec les acteurs de changement, les acteurs de l'accompagnement, si je ne suis pas avec vous autres aujourd'hui pour en parler, je n'ai pas de programme de recherche, tout simplement. Ces gens-là, souvent aussi, sont, en général, les entrepreneurs sont riches en retours qu'ils nous donnent là, sur... ils sont durs à attraper, par contre. Ils sont durs à attraper, mais quand on les attrape, il y a beaucoup... Quand je dis riche, je veux dire, qu'est-ce qu'ils partagent? Beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur, en fait. Oui. Ben oui, parce que c'est la validation empirique ou pas de ce qu'on fait théoriquement dans notre petit bureau tout seul avec nos petites équipes réduites d'étudiants qu'on supervise ou de collaborateurs. Non, c'est ça, effectivement. Mais il faut les appâter, je vais dire ça comme ça, avec les bons arguments. Puis il y en a qui sont plus durs que d'autres à convaincre. Je te cacherai pas. C'est comme... pour tout le monde, la valeur n'est pas pareille pour tout le monde. Fait que j'imagine que de convaincre qu'une certaine étude peut être rentable puis elle leur apporter de la valeur au moyen long terme, ça doit pas être, tout le monde ne doit pas le voir de la même façon, tu sais. Non, puis ils ne voient pas les chercheurs de la même façon aussi. Puis ça, c'est peut-être quelque chose que je trouve qu'on a beaucoup à travailler encore. Dans certains groupes particulièrement, les manufacturiers, pour ne pas les nommer, c'est plus difficile d'entrer en contact avec eux, justement pour toutes les raisons que tu viens de mentionner. Ils ne voient pas le retour trop rapide, ils ne voient pas l'intérêt de perdre du temps à parler j'aime ça que tu dis ça. Oui, parce qu'ils le voient vraiment comme ça. Ils voient être vraiment comme ça, là. C'est des pompiers, ces gens-là. J'allais dire ça. Ils éteignent des feux à longueur de journée. Ils n'ont aucune conscience de la valeur que ça peut leur apporter à long terme de prendre le temps de se poser maintenant puis de ralentir, se poser les bonnes questions puis investir du temps dans leurs enjeux. T'sais. Et je vais ajouter un élément qui est difficile pour eux aussi, c'est que parfois, dans ce cheminement-là, ils ne se feront pas nécessairement réconforter
Ou à tout le moins, je vais faire une mise en garde. Si celui qui veut s'engager dans le processus de transformation numérique le fait pour se faire rassurer sur ses choix, j'ai envie de dire, il est peut-être mieux de ne pas nous appeler, là, tu sais. Ouais. Parce que ça se peut qu'on soit plus challengeant, qu'on soit plus questionnant, de remise en question. Et là, encore là, les profils d'entrepreneurs sont différents. Certains sont prêts pour ça. Je veux dire autrement, l'autre situation où là, on a l'impression qu'ils nous écoutent un peu plus, puis pas qu'ils nous écoutent parce qu'on est mieux que quelqu'un d'autre de dire quelque chose d'autre. C'est juste que, à la différence d'un consultant, moi, j'ai rien à vendre à l'entrepreneur. Moi, ce que j'ai à faire avec lui, c'est de partager mes connaissances. Oui. Donc, ça fait partie de ma job d'emmener ce que je sais le plus possible vers le concret, comme tu le mentionnais d'entrée de jeu. Maintenant, je peux pas aller à contre-courant de quelqu'un qui n'est pas prêt. Non. Ça, c'est ça. Fait que ça, c'est la réalité aussi. Tout est évidemment dans l'approche. Il y a toutes sortes de façons d'approcher ces choses-là. J'ai eu quelques bonnes expériences dans les 10 dernières années. Il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres, mais il y a aussi des moments, des momentum. Il y a des endroits, il y a des contextes qui font que on va rentrer dans une vraie discussion qui va être productive et constructive, puis qui va être... tu sais, j'ai appris autant que j'ai donné là, dans ces contextes-là. Là. Clairement, pour moi, adapter mon langage, ça a été un défi, puis ça en est encore un de tous les jours. D'adapter, justement, tu l'as dit, pour être comprise, pour pas que ça soit perçu comme pas faisable, trop théorique, pas applicable. Donc, tous les qualificatifs qu'on peut mettre à une collaboration, le terrain-chercheur. Je sens que l'épisode d'aujourd'hui va être très enrichissant. Avant qu'on tombe plus dans le concret de la transformation numérique pure et dure et tout ce que ça peut impliquer dans l'accompagnement puis dans l'approche pour les entreprises, on veut te donner un peu la table pour nous expliquer un peu, en ce moment, tes axes de recherche se situent où? C'est quoi ton sujet passionnant en ce moment? Qu'est-ce qui se passe de ton côté au niveau de la recherche? Bien ça, à chaque fois qu'on écrit des dossiers de financement, des articles, il faut comme se re-questionner tout le temps sur ces affaires-là. Fait que je suis contente de me faire poser la question, de pouvoir mettre ça à l'épreuve. Je te dirais, il y a 2 grands axes. À mon programme de recherche, parce que c'est un programme, c'est pas juste des projets que je mène. Moi, j'appelle que j'ai un programme dans lequel il y a plusieurs projets. 2 grandes pattes à ce projet-là, à ce programme-là. Dans un premier temps, depuis plus longtemps, peut-être qui est comme dérivé de la thèse, là, donc que j'ai soutenue en 2015. Depuis 2017, je travaille beaucoup sur l'approche écosystémique de la transformation numérique. Donc, comment plusieurs groupes d'acteurs, que ce soit des entrepreneurs, des dirigeants, des spécialistes, des consultants et des intervenants socio-économiques. Comment tout ce beau monde-là navigue. Donc, perspective écosystémique de la transformation numérique, évidemment, très micro, petite, moyenne entreprise. Puis quand tu parles de petites, moyennes entreprises, quelle taille à peu près les entreprises? Ah, moi, les plus petites. Moi, c'est souvent... Oui, puis ça, c'est une statistique que je trouve qu'on ne rappelle pas assez. Puis je vais vous faire ça, là, mon petit cours de stats. Là. Oui. C'est au Canada, il ne faut pas se leurrer, là. C'est jusqu'à 499 employés, nos PME. La définition de Statistique Canada. Oui, en Europe, ça serait 250. Ouais, bon, pourquoi? On le sait pas. C'est le double, hein? Mais oui, c'est 2 fois. Mais quand on décortique, c'est quoi de 0 à 499, on se rend compte que le plus grand groupe, c'est les plus petites. Et là, qu'on en a des 0,99, 0 employés à 99 employés, quand on commence à éclater cette gang-là, là, on se rend compte que 1 à 4 employés, 5 à 9, 10 à 19, c'est 88 % des entreprises canadiennes, les amis. Donc, ce que ça veut dire, qu'au Canada, tu as 88 % des entreprises puis c'est le groupe d'entreprises qui génère le plus d'activités aussi, que ce soit de l'emploi ou tout ça, ont moins de 20 employés. Et là... Hey, c'est fou. Puis oui, fou. Mais quand est-ce qu'on dit « Hey, ça, c'est la gang la plus importante », jamais, puis pourtant, on l'utilise souvent. C'est pas eux autres qu'on vise, on vise les ME, là, les moyennes. Les 200 et plus, là, ceux-là, on les aime beaucoup pour tout ce qui est accompagnement, programme, soutien.
Mais si on n'aide jamais les plus petites, comment on va faire? Comment elles vont réussir à devenir des moyennes ou ont-elles nécessairement l'obligation de devenir plus grandes aussi? Ça, c'est une autre question qu'on ne pose pas. On prend pour acquis qu'un petit va devenir grand. Ça, c'est tout méconnaître la réalité de l'entrepreneuriat et de la PME. Oui. C'est méconnaître que c'est pas vrai que tout le monde est en affaires pour les mêmes raisons. C'est pas vrai qu'ils veulent tous devenir des multinationales. Non. Il y a une panoplie de raisons pour lesquelles ils sont en affaires, ces gens-là. Puis même dans un même secteur, ça peut varier. Donc ça, là, c'est deux affaires qui sont jamais ou très peu mises de l'avant lorsqu'il est question des PME. C'est l'importance des plus petites, donc moins de 20 employés, 88 % je le rappelle. Puis le fait qu'elles sont hétérogènes, qu'elles ne sont pas nécessairement toujours comparables entre elles, même dans un même secteur d'activité. Oui. Donc, arrêtons de les mettre toutes dans le même panier. Puis moi, ce que j'entends, c'est quand j'entends la PME comme si elle était unique et stéréotypée. Très, très stéréotypée. Puis même dans la recherche, dans les articles, des fois, ça finit par m'agacer de dire « Ah, les petites entreprises ont moins de ressources. » Arrêtez. Il y en a de 3-4 employés que je pourrais nommer qui sont plus dynamiques, qui génèrent plus d'activités que certaines autres à 45, 50, 150. Ou même qui pourraient en montrer en matière d'apprentissage organisationnel puis de gestion de toutes sortes d'affaires parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Et arrêtons de les juger sur la base de la taille et commençons à regarder leurs caractéristiques, ce que j'appelle qualitatives. Comment elles sont gérées, comment elles s'organisent sur le plan stratégique, parce que c'est pas vrai qu'elles font rien. Là. Oui. On va arrêter de dire ça aussi. Là. Ça, c'est l'autre affaire qui me donne un peu d'urticaire. Là. Ils n'ont pas de ressources. Ben oui, mais s'ils n'ont pas de ressources internes, ils vont s'arranger pour les trouver. C'est souvent les plus débrouillards de la gang, en fait. Bien, pas tant, Marie. Il faut faire attention. C'est pas les plus débrouillards, c'est qu'elles vont faire les choses différemment. Oui. Fait qu'arrêtons de dire, premièrement, de prendre l'unité de mesure qui vient de la grande entreprise parce qu'il y a une grande équipe de programmeurs, d'informatique, de TI, de tout ça dans la grande entreprise, de dire, les PME, ils n'ont pas ça. Elles sont limitées en ressources. Puis d'arrêter la phrase là. Mais elles sont peut-être limitées en ressources internes. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas accès à ces ressources-là d'une autre façon. Exact. Puis elles sont débrouillardes dans ce sens-là. Oui, moi, c'est dans ce sens-là, je veux dire, ils sont capables souvent de se dire « j'ai un manque ici, je me vire de bord, je trouve un consultant pour une certaine période. » Dans ce pensée-là débrouillard de exactement. Je ne m'arrêterai pas au fait que je ne l'ai pas à l'interne, m'a trouvé une solution pour... C'est ça. Et je trouve que malheureusement, puis je le lis dans les recherches, puis je l'entends, arrêtez de dire ça. C'est différent. C'est différent. C'est juste différent. Il faut les comprendre. Ouais. Cela dit, il y a des choses qui sont plus faciles, qui sont plus... Oui. Bon, on s'entend là-dessus. Je ne suis pas en train de minimiser toutes ces difficultés-là, mais je trouve que des fois, on va vite au... Oui. Elles sont limitées, puis elles ne seront pas capables de faire quelque chose. Ou même, dans le monde de la recherche, puis ça aussi, ça me dérange profondément, parce qu'elles sont petites, ne sont pas si intéressantes que ça à étudier. Ah non, ça... Non, tu viens de dire 88 %. Là, c'est 88 %. Oui. Mais l'enjeu, puis là, je vais peut-être faire une petite critique un peu de l'univers de la recherche aussi, c'est que le financement vient souvent des entreprises qui ont plus de fonds. Parce que même si une entreprise, une PME, par exemple, peut avoir beaucoup de ressources par rapport à sa taille, reste que, dans l'absolu, une grande entreprise va généralement avoir plus de ressources, puis là, le financement vient de là. Ouais. Il faut faire attention, par exemple, tu parles de financement, mais pas financement de la recherche. Là. L'entreprise, la grande, n'est pas plus encline que la petite à me donner de l'argent directement. Là. Non, ça non. On va s'entendre là-dessus. Ça non. OK. Non. On parle des fonds de recherche. Tu parles des fonds de recherche ou tu parles de l'argent de l'entreprise pour faire des projets? L'argent de l'entreprise pour faire des projets. Oui, OK, c'est ça. C'est très différent parce que... non, ni une ni l'autre, grande, petite ou moyenne, elles n'ont envie de me donner directement de l'argent. Elles vont le donner beaucoup à des consultants, vont beaucoup, effectivement, parce que c'est leur manière d'aller chercher les ressources. Mais ils doivent voir ça beaucoup plus concret aussi, tu sais. Pas que ça va les aider plus à long terme ou pas, mais le consultant est là, il est en train de jouer dans ses programmes, il est en train de mettre une solution en place versus le chercheur qui vient poser des questions, collecter de la donnée, etc. Puis dans
je vais te revenir avec l'information qui va être super pertinente pour toi, mais peut-être que pour eux, c'est plus intangible. C'est sûr que c'est le moins facteur concret. temps n'est pas le même. Non, ça, exact. on le sait. C'est clairement pas la même chose. Mais au-delà de ça, donc oui, tout ce qui se passe dans l'écosystème par rapport à ça, c'est clair que ça fait partie de ce qui m'intéresse depuis très, très, très longtemps. L'alignement de ces acteurs-là, entre eux aussi, c'est cet élément-là. L'autre volet, parce que je disais que j'avais 2 volets à mon programme de recherche, Oui. il y a quelques temps, pas si longtemps, j'aurais dit la feuille de route 4.0. Donc, j'étais particulièrement intéressée à comprendre comment ça s'intégrait, ça, dans les entreprises. Parce que comme ma thèse était dans les entreprises de services industriels à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire les vecteurs d'innovation chez les manufacturiers, là, moi, je les connais mieux, ceux-là. Mais comment ceux à qui on destine ces services à haute valeur ajoutée-là, comment c'est reçu, comment c'est implanté, comment c'est adopté, etc., pour finalement me rendre compte qu'il y a un angle mort fabuleux en ce moment, partout, dans le monde de la recherche, quoique on commence à s'y intéresser, puis je suis contente, mais c'est embryonnaire. Mais qui est fabuleusement présent dans le domaine de l'intervention, consultation, tout ça, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'intégration des systèmes ERP, tout ce que vous voulez, vous en avez amplement parlé avec d'autres invités. Mais tout ça s'appuie sur une seule et unique chose dont on ne parle pas, les données, l'information. La qualité de ces informations-là, la disponibilité de ces informations-là, la quantité. Parce que pour faire de l'intelligence artificielle, vous savez qu'on a besoin de fabuleuses quantités de données. Puis là, tu viens de parler de 2 choses là, qu'il faut distinguer, c'est la donnée et l'information. Parce que c'est 2 choses totalement différentes. C'est pas parce que tu as des données que tu as nécessairement des informations pertinentes. Merci, Jonathan. Vraiment. Je m'excuse. Non, merci. Merci de le dire et de le constater. J'ai tellement l'impression que je prêche dans le désert quand je dis ça. Non, t'es pas seul. Merci, on est 2. Mais je pense que c'est quand même, puis tu fais bien de le mentionner, puis c'était clairement expliqué, mais je pense que pour les gens, beaucoup, c'est la même affaire. Je vais vous faire un petit cours de système d'information 101 rapide. Une donnée, là, en soi, c'est un fait brut. Oui, c'est ça. Ça n'a pas de valeur en soi. Je te dis taux horaire, 40$ de l'heure. Ça, c'est une donnée. Oui. Mais je commence à te dire, OK, tu as 10 employés qui gagnent 40$ de l'heure. Ton compétiteur en offre 45$. Là, tu es en pénurie, évidemment. Tu n'as pas été capable de recruter tout le monde. Tu es obligé de faire du temps supplémentaire. Ton 45 devient XXX. Puis là, je commence à te parler. C'est quoi ta masse salariale à la fin de la semaine? Et là, tu vas faire des calculs dans ta tête, là? Ou tu vas en faire ailleurs. Puis la masse salariale, ça va être l'information. Mais le taux horaire, le nombre d'employés. Le nombre d'heures punchées. Le nombre d'heures travaillées. C'était-tu du supplémentaire à temps double, à temps et demi? Toutes des données. Ça, c'est des données qui, en soi, n'ont aucune valeur. Individuellement. C'est quand tu les mets ensemble, tu les traites, tu les compares, puis surtout, tu les diffuses. Oui. Que là, elles vont devenir utiles à la gestion par des processus de rétroaction, puis tout ça. Et tout ça peut se faire très, très rapidement. C'est pas tangible, ça, hein, cette affaire-là. Tout ce traitement-là n'est pas tangible. C'est quand même tangible pour... tu sais, j'essaie de me repositionner avec un entrepreneur ou un gestionnaire dans une petite entreprise, puis de dire, tu vas avoir l'information entre tes mains pour prendre une décision. Là, ça devient concret, même si la prise de données n'est pas... Le processus la transformation pour y arriver est très diffus, là. Oui. Mais j'ai l'impression que ça a une valeur quand même concrète. Là. Oui, ça a une valeur, mais tu as raison. Tout le monde appelle ça la donnée de production. As-tu des données? Ben oui, j'ai des données. Fais-tu quelque chose avec tes données? Eh boy. Non. On ne parlera pas de qualité, non. Non. Mais qualité c'est ça. Il faut y penser. Fait que pour moi, j'ai envie de dire, le deuxième axe de mon programme de recherche, maintenant, je ne l'appellerai plus feuille de route 4.0. Je vais l'appeler l'angle mort de la transformation numérique à l'ère de l'IA ou à l'ère numérique. Mais c'est bon parce que tu as un point. On n'en parle
pas, mais on en parle en surface. As-tu des données? Il va falloir que tu aies des données. As-tu des capteurs mis en place? Mais il n'y a pas le discours suivant qui est comme, qu'est-ce que tu fais avec les données que tu collectes pour te donner des informations valides à ta décision? Oui. Et ça, tu ne pourras pas l'automatiser comme ce que j'ai déjà entendu. Je dirais pas où, ni de quelle source, mais le jour où on m'a demandé de quel capteur j'avais besoin pour mesurer tout ça, j'ai fait pouette. Je pense qu'on ne s'est pas compris. Non. Et là, ça n'a été que de mal en pis par la suite. Ouais. Parce que c'est pas vrai que vous allez pouvoir vous débarrasser de ça, même si c'est le rêve ultime. Vous débarrasser du niveau tactique là, ou de tout ce qui s'appelle gestion, sous prétexte que c'est pas tangible, que c'est pas direct sa ligne de prod, puis tout ça. Et non, il va falloir vivre ensemble. C'est que ça nous tente ou que ça nous tente pas, qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas. Les données, c'est une chose, les informations, c'en est une autre. Puis les informations ont de la valeur à partir du moment où tu peux t'en servir pour prendre une décision de gestion. Oui. Voilà. Puis ta décision de gestion peut être une décision très opérationnelle. Oui. Wow, ça reste de la gestion pareille. J'ajuste-tu le niveau de mes stocks de matières premières? Ça peut être aussi simple que ça. Oui. Mais ça peut être aussi, faut-tu que je construise une autre usine dans 10 ans, d'ici 10 ans, parce que je vais me ramasser dans une perte de capacité, j'ai besoin de produire plus en fonction de mes marchés, en fonction de mon plan stratégique, en fonction de ci puis ça. Ça peut, là, ça, on parle de la décision et de l'information plus stratégique. Mais entre les deux, tu as tout le reste là, qui est nécessaire. Donc, deuxième axe de recherche, je l'appellerais l'angle mort de la transformation numérique. Puis là, j'ai envie de dire à l'ère numérique ou à l'ère de l'IA, parce que là, c'est le buzz du moment. Ouais. Puis buzz, entendez-moi, là, c'est pas parce que je pense que ça va passer. C'est juste que je pense que là, il y a un gros angle mort concernant cette affaire-là qui est vraiment vue comme miracle, une solution magique, encore plus que toutes les autres avant. Mais c'est tout le temps ça. Hein? Le nouveau boss du moment est tout le temps le miracle mieux que la solution d'avant. Puis quand on se remonte un peu dans le temps, la solution d'avant n'a pas fait plus d'impact que d'autres. T'sais, l'automatisation est arrivée depuis des années. Il y a encore plein d'usines qui sont super manuelles puis qui auraient des outils pour le mettre. La transformation numérique, depuis 2011, il y a encore plein d'entreprises qui ont du papier, qui ne pensent même pas à cet axe numérique-là. Fait que là, il y a l'IA, puis là, c'est le buzz. Mais tu sais, il y a des étapes là, à franchir. Si demain, tu veux que l'intelligence artificielle te permette d'être plus efficient, plus efficace, t'aide à ta prise de décision, bien, tu as comme un step back à dire qu'est-ce que j'ai besoin pour me rendre à ce que cette possibilité-là de solution me soit rentable dans les besoins concrets que j'ai comme entreprise. Ouais. Pas parce que c'est le boss du moment puis je l'intègre, mais parce que pour moi, ça m'apporte une valeur ajoutée d'avoir cet outil-là au sein de mon entreprise parce que je collecte la donnée depuis tant d'années, puis qu'elle est de qualité, puis que je la traite, puis que j'utilise l'information que je sors de ces données-là. Maintenant, je serais potentiellement capable de générer un programme d'intelligence artificielle qui me permet de sortir des conclusions de mes constats constamment de l'information que j'ai accessible. Mais il y a tellement plus que juste le buzz du moment, tu sais. Je pense que ça peut permettre aux entreprises de dire « Ouh, c'est le temps que je fasse quelque chose, que je prenne action. » Mais le step back est plus important que l'action d'aller de l'avant parce que j'ai l'impression que, puis tu le mentionnes bien, cet angle mort-là, qui est en soi le concret complet de l'intelligence artificielle ou de la transformation numérique, sans ça, tu vois l'échec. C'est ça. C'est l'échec. Puis, tu sais, on parle souvent d'échec. Puis, tu sais, c'est quoi un échec en réalité? Mais en même temps, on échoue parce que ça ne répond pas à la mission de l'entreprise. Ça ne répond pas à ses activités premières. Là. Ça, c'est l'autre affaire. C'est juste faire du pouce sur ce que tu viens de dire. En système d'information, on a accès à des études qui disent depuis 35 ans, c'est très stable dans le temps, peu importe la tendance du moment. 3 projets sur 4 environ vont être des échecs. On revient à sa définition d'échec dans un instant pour toi, Jonathan. Mais tu sais, dans les années 90, c'était les ERP qui arrivaient. Tournant des années 2000, ça a été les affaires électroniques. Tournant 2010, la mobilité, les applications mobiles, les iPhones et tout ça.
Là, on est à l'étape de l'IA. Mais l'IA est encore pire que les autres parce que récemment, le MIT disait que 95% des projets sont des échecs. Maintenant, qu'est-ce qu'un échec? Tu as raison de le mentionner. Tu sais, un échec, on va dire « le système ne marche pas ». Mais c'est pas tout à fait ça. C'est que la définition est beaucoup plus large. C'est que, premièrement, c'est un grand classique. Un projet qui va avoir dépassé ses budgets, dépassé son calendrier, déjà en partant, tu peux dire que c'est un échec. Mais ça, c'est une constante, je dirais. C'est plus qu'un échec, c'est une constante. C'est une constante. C'est une constante. Ça ne veut pas dire que le projet n'atteindra pas ses objectifs. C'est ça. Faisons abstraction de ces deux constantes-là qui sont habituellement font partie de l'équation. Exact. Pour dire, effectivement, un système qui ne répond pas aux besoins des utilisateurs, qui ne sera pas utilisé pleinement à sa pleine capacité. Ça, c'est la réalité. Si je ne me trompe pas, là, je pense que dans les usines, il y en a pas mal. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On investit des sommes faramineuses dans des instruments, des trucs numérisés qu'on va utiliser à 25 de leur capacité. Puis des fois, il est arrêté. Là. Il dort. Là. Oui. Des fois, c'est 25 puis c'est quasiment bon. C'est des fois, il est là. Personne l'active, personne l'utilise. C'est plus comme un... Comme ça, il ne brise pas. Je n'ai pas besoin de le réparer. C'est plus comme une plante là, dans notre coin. Non, c'est déjà bon quand ça ne dérange pas. C'est ça, exactement. Bon, on peut faire plein de blagues là-dessus, mais sérieusement, c'est quelque chose qu'on ne se dit pas assez, qu'on n'explique pas assez bien. Puis je m'inclus là-dedans. Là. On n'est pas suffisamment right to the point, là, des fois, avec l'entrepreneur, parce que tu reviens souvent avec la rentabilité du projet. Mais tu sais, la fameuse rentabilité, je vais vous challenger aussi. C'est-tu juste financier? C'est quoi la rentabilité? Non, je sais que vous autres, vous avez la bonne réponse. On est toutes les deux là à dire non de la tête. Non, mais je le sais. Vous auriez passé votre examen haut la main. Là, ça, j'en doute pas. Mais pour certaines entreprises, c'est le seul facteur qu'ils regardent. Oui, puis c'est probablement le pire qu'ils peuvent regarder. C'est ça l'affaire. Ça, c'est la deuxième affaire qui me donne un peu d'urticaire quand on me parle du ROI en transformation numérique. C'est que, oui, il faut se mesurer. Là. Je le sais qu'il faut se mesurer puis que le fameux payback il est super important. Puis c'est probablement l'argument de base là, pour convaincre un entrepreneur d'aller de l'avant. Mais en même temps, c'est le pire indicateur qu'il ne peut pas avoir parce qu'il y a un paquet de choses qui vont se passer dans son entreprise. Parce que, oubliez ça, la relation, j'investis plus, c'est plus rentable, ça ne marche pas, c'est pas ça. La relation directe de causalité, j'investis plus en techno, puis ça va rapporter plus, elle n'existe pas. Ça fait 35 ans qu'on regarde ça, là, les études de performance, là, tous ceux qui ont regardé ça avant moi. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la mesure d'impact de performance de la transfo, là, de la transfo numérique, mais je suis capable de lire ces études-là. Puis il n'y en a pas une qui a dit qu'il y avait une causalité directe entre les deux. Fait qu'arrêtez de penser ça. Parce que le ROI, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est rendement-bénéfice, c'est coût-bénéfice. C'est de supposer qu'il y a une relation directe entre le montant que tu as investi et son rendement final. Alors que ça va passer, il y en a un rendement, mais il va passer indirectement à travers des processus, à travers de la collaboration, à travers un paquet d'affaires, une culture d'innovation, plus d'ouverture, plus de propension à expérimenter. Hey, ça se mesure-tu assez mal, ces affaires-là? Oui. Fait que là, c'est ça qui est un peu déprimant pour nous autres, c'est qu'on pourrait savoir à peu près quoi dire. Mais on n'est pas capable de les convaincre. Êtes-vous capable d'attendre 6 mois de plus? Puis on reparlera du rendement dans 6 mois? Ben non! Mais non, parce que l'entreprise, quand elle cogne à ta porte, là, elle est dans l'urgence. Elle est dans l'urgence, puis il faut que ça soit fait pour hier. Souvent, c'est ça. T'es comme, t'es un peu pris. Bon, là, je le remets un peu de l'ordre dans notre épisode. On prend une petite pause, puis on revient avec des sujets encore plus en profondeur. Merci. Vous écoutez Les Voix de la transformation. On tient à dire un grand merci à nos collaborateurs. Si vous souhaitez devenir un collaborateur et venir partager vos expériences, n'hésitez pas à nous contacter. On profite aussi de la pause pour vous inviter à vous abonner à notre contenu pour ne rien manquer. Donc, nous sommes de retour après notre courte pause et dans la conversation qu'on a eue tout à l'heure, on a parlé beaucoup, Claudia, on a parlé beaucoup de transformation numérique et de 4.0. Et il y a une question qu'on pose à tous nos invités et c'est à ton tour maintenant d'y passer. Donc, c'est quoi pour toi la transformation numérique? C'est quoi le 4.0?
Ben écoute, là, c'est sûr que tu veux pas que je te donne les 14 000 définitions qui existent dans la littérature scientifique. Ton appropriation la de mienne, tout ça. La mienne. Oui. Ben, premièrement, transformation numérique, pour moi, on va s'entendre là, tout de suite, là, c'est pas de l'adoption technologique. C'est pas l'achat, ni même l'installation, l'implantation d'un système. C'est pas ça. Je le vois on beaucoup. s'entend. Parfait, merci. Parce que le mot transformation. Le mot transformation, c'est ça. Mais en fait, la transformation peut se faire à plusieurs niveaux. Fait que ça m'amène à vous parler plus de proposition de valeur, création de valeur à travers ce qu'on appelle la transformation numérique. Moi, ce que ça m'évoque, puis simplement, c'est la transformation numérique, en fait, c'est utiliser tout ce qui est technologie de l'information, technologie opérationnelle, tu en as parlé, c'est différent des IT, le OT, puis tout ça. Mais tous ces éléments-là qui sont mis ensemble, soit pour mieux faire ce que tu fais déjà, donc améliorer tes processus existants, tes tâches, etc., ou créer ce qu'on appelle de la rupture ou ce que je vais appeler de la vraie innovation, mais une innovation qui est beaucoup plus, je dirais, perturbante. Fait que transformation numérique, proposition de valeur, mieux faire ce que tu fais déjà, niveau 1. Ce qu'on va appeler souvent de l'amélioration continue aussi, ou la fameuse excellence opérationnelle, qui a la cote dans le milieu socio-économique. Mais qu'on peut challenger un petit peu sur est-ce vraiment de la vraie transformation, est-ce vraiment en profondeur et est-ce ça qui va créer le plus de valeur pour l'entreprise? On a parlé de valeur tantôt, j'ai dit c'est pas juste financier. Ben, c'est exactement ça. C'est que tu peux te servir des Moi, je vais parler des technologies de l'information parce que vous comprendrez que c'est mon ancrage, là, système et technologie de l'information. Tu peux t'en servir, tu sais, sur le plan stratégique, tu n'en as pas 36 000 stratégies possibles. Tu te sers de ça, des TISI, pour contrôler tes coûts, être plus productif. Mais tu peux aussi t'en servir pour te différencier ou t'installer dans une niche de marché, on parle. Mm-hmm. Donc, ces trois stratégies qui existent depuis des décennies, qu'on enseigne dans les écoles de gestion depuis des décennies, qui sont toujours d'actualité. La question maintenant, c'est comment tu vas te servir des technologies de l'information, des systèmes d'information, de tout ce qui est techno aujourd'hui pour soutenir ces objectifs stratégiques-là. Parce que ce qui nous vient à l'idée, c'est soutenir nos opérations. C'est soutenir nos objectifs opérationnels parce que c'est là qu'on est mal pris, c'est là qu'il n'y a pas de monde, c'est là qu'on n'a pas automatisé. Mais le problème qui se passe, c'est que cette transformation-là, si on la limite à ça, régler nos problèmes opérationnels, bien là, on va être dans ce que j'appelle la continuité. Donc, le niveau 1 de transformation numérique. Fait que moi, je le vois comme ça, en termes de niveau de transformation, en termes de potentiel soit opérationnel ou stratégique, ou idéalement les deux, où là, tu vas combiner à la fois de la continuité puis peut-être de la rupture. Puis là, je trouve qu'on a une opportunité fabuleuse en ce moment, c'est que l'IA nous offre ça, nous offre les deux. Alors que à certains autres moments, plus récemment, bien, c'était peut-être plus... Et là, c'était là l'erreur qu'on fait aussi souvent, c'est de présenter le troisième ERP comme l'innovation faramineuse du moment. Alors qu'en fait, on est juste en train de placer la grosse base pour avoir un minimum de données, un minimum de qualité informationnelle, un minimum de processus intégrés. Là, avant de passer à une prochaine question, est-ce que pour nos auditeurs, tu peux nous expliquer un peu plus en détail c'est quoi la différence entre continuité et rupture? Bien, c'est ça que je dis. Si tu utilises les technologies numériques pour soutenir ce que tu fais déjà, amélioration continue, tu vas comprendre ça parfaitement. Continuité, ça. Ça, c'est de la continuité. Tu n'es pas en train de bouleverser ni ton marché, tu n'es pas en train de changer tes produits, tu n'es pas en train d'offrir des nouveaux services. Tu n'es pas tourné vers l'extérieur de ton entreprise. Tu es vraiment à l'intérieur. Je dirais que la continuité peut se vivre comme de la rupture, parfois dans certains milieux. C'est ça. Si on a une entreprise qui a moins de maturité, qui n'a jamais fait de l'amélioration continue, pour elle, ça peut être vécu quasiment comme de la rupture. C'est de la rupture, quasiment pour elle. Oui, puis là, c'est là que... Mais, techniquement, là, si on regarde les définitions, parce que vous m'avez demandé comment on définit ça, bien, dans les écrits scientifiques des systèmes d'information,
on va dire la vraie transformation numérique, c'est celle qui crée de la rupture par rapport aux produits, aux services, aux clients, aux fournisseurs, aux réseaux de valeur. Pas juste la chaîne de valeur. Il n'est pas juste à l'interne pour... En fait, si moi je le défais dans mes mots, tu me corrigeras si je me trompe, tout ce qui a trait à de l'amélioration continue, que ce soit avec l'outil technologique d'automatisation, nouvelles prises de données, etc., qui permet vraiment d'optimiser ton processus qui, à la vision de l'entreprise, je vais reprendre manufacturière parce que je m'y connais plus dans ce milieu, apporte une vente à un client et donc un revenu qui rentre. C'est de la continuité parce que tu devrais vouloir améliorer constamment tes processus pour te surpasser, devenir plus profitable, etc. Mais quand tu tombes hors de ton champ quotidien, de tes opérations normales, puis tu te pousses à te transformer différemment, à ouvrir ton carnet de commandes à un nouveau marché, etc., bien là, ça serait plus de la rupture. Bien, dès que tu touches à ton client, Okay. Dès que ce que tu fais permet d'améliorer l'expérience de ton client, de faire en sorte qu'il achète plus, de faire en sorte qu'il soit plus satisfait. Encore là, ce n'est pas toujours des mesures de « il achète plus » ou plus gros, mais c'est ça, exactement. Okay. C'est que, puis faire attention aussi à... voyons, j'ai un petit blanc, mais je vais y revenir. Mais dans l'idée de continuité, de ne pas présenter... Ah, c'est ça. Mieux faire ce que tu fais déjà. Puis ça, c'est toutes les notions d'efficience, d'efficacité que vous connaissez très bien. On est souvent tourné vers soi-même, c'est-à-dire l'entreprise est en train d'améliorer des structures existantes, des processus existants, à la limite des relations existantes. Elle n'est pas en train de bouleverser sa mission, elle n'est pas en train de bouleverser ses marchés, elle n'est pas en train de bouleverser son modèle d'affaires. Parce qu'on n'en parle pas, ça non plus, du modèle d'affaires. Quand je vous ai dit, pour moi, c'est d'abord et avant tout une façon de créer de la valeur, la transformation numérique. Bien, il y a un outil super intéressant en ce moment qui est beaucoup utilisé à toutes les sauces, je vais le dire comme ça, mais particulièrement utile pour nous aider à mapper ou à cartographier, justement, ton projet, il est-tu dans la continuité ou il est dans la rupture? Puis ça, c'est une réflexion qu'on n'a pas avec les entreprises. Puis elle va arriver toute abasourdie de dire « Ah oui, hey, 3e ERP, c'est mon innovation. » Bien, premièrement, c'est-tu vraiment de l'innovation? Puis deuxièmement, non, c'est ça. On avait cette discussion-là plus récemment cette semaine dans un autre contexte où en tout cas, on semblait ramener souvent la transformation numérique à une adoption technologique. J'ai acheté la techno, j'ai implanté le logiciel. Mais c'est un peu ça, le discours des vendeurs technologiques. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que l'écosystème il est important. Parce que dans l'écosystème, tu vas avoir du monde qui vont venir se contredire. Puis l'idée, c'est pas de les écarter parce qu'ils te contredisent, mais l'idée, c'est peut-être d'écouter puis de questionner qu'est-ce qui est en train de se passer. Fait que oui, la transformation numérique, une façon de créer de la valeur par niveau, puis encore là, puis je dirais par degré de difficulté aussi. Puis surtout, une façon de répondre à tes objectifs. Puis tes objectifs, ils peuvent être très correctement opérationnel dans un premier temps, puis ensuite devenir plus stratégique, là. C'est pas interdit, là. C'est pas interdit du tout. C'est ça. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais moi, ça m'a soulevé une autre question. Vas-y. Donc, tu as vraiment défini la transformation numérique, tu as bien expliqué continuité, rupture. Je pense pour les entreprises, ça reste quand même un sujet flou, mais ça permet d'adresser les problématiques différemment. Mais tu as vraiment utilisé le mot création de valeur. Oui. Donc, pour toi, là, c'est quoi concrètement la création de valeur? Bien, ça va être, par exemple, utiliser les technologies de l'information, tout ce qui est plateforme collaborative pour offrir ou mieux connaître tes clients, collecter de la donnée à travers tes clients, leur comportement en ligne, peu importe dans quel secteur tu es,
pour venir dire, OK, bien, peut-être que ma gamme de produits devrait évoluer de ce côté-là. Je pourrais peut-être développer un service autour de mon produit qui serait intéressant. Vous connaissez très certainement tous les cas de John Deere de ce monde là, qui sont quasiment plus intéressants à vendre des tracteurs. C'est bien plus payant pour eux autres de les louer à cette heure, puis de les louer avec toute la partie valorisation de la donnée, des données qui vient avec. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la servicisation. Oui. Mais... On ne vend plus des pneus d'hiver, on vient les installer dans ta cour au moment Exactement, où c'est ça. Fait que ça, c'est de la servicisation autour d'un produit. Ça, c'est un bel exemple de rupture. Oui, c'est ça. Mais ils ne peuvent pas tout faire ça. Puis ça, c'est clair. Comme on m'a déjà dit dans le cadre du parcours 4.0 qu'on faisait à l'époque, moi, je fais un poteau de clôture, Claudia. Là. Mettre du service autour du poteau de clôture, ça va être un peu compliqué. Ça va être difficile. Non, même chose mais pour une toiture. En même temps, on a reçu un invité dans une de nos capsules de notre série sur YouTube, Active ta transformation, qui était vraiment axé sur le service client. Oui. Puis il avait utilisé une bonne analogie. Je vais essayer de ne pas me mélanger. Mais il dit, tu sais, moi, j'avais demandé, envoie-moi un texto quand tu vas venir faire l'installation de mon tempo. Oui. Puis finalement, il m'appelait. Mais je peux pas répondre à ton téléphone. Moi, je suis en meeting, je veux que tu m'envoies un texto. Livraison dans une demi-heure. Exact. Puis il dit, c'était simple là, comme demande, c'était pas... mais c'était pas champ gauche, mais le système du client, c'était pas ça. Permettait pas ça. Bêtement. Bêtement. Mais lui, il dit, l'année d'après, j'ai changé de compagnie d'installation de tempo. Hein. Ah oui. C'est ça. C'est un exemple. Puis ça, c'est là que je voulais aller tantôt. Moi, ça me revient. C'est que quand on parle aux équipes sur le plancher, hein, vous voulez du concret, vous voulez de l'opérationnel, vous voulez ci, vous voulez ça, bien, je vais vous le dire, moi, qu'est-ce qui se passe aussi, un peu l'autre angle mort. C'est que quand on est très préoccupé par l'optimisation des processus de production en particulier, moi, des fois, je pose la bête question. Y a-t-il encore des clients prêts à payer pour votre produit? Hey, vous avez une super Lamborghini dans l'usine, là. Oui. Bien, je vais dire comme un de mes étudiants de maîtrise qui disait ouais, mais t'as-tu acheté ta Lamborghini pour aller au dépanneur? Oui. Ouais. Ça ressemble à ça, là. Ouais. Là, je cite Mathieu Lahaye en passant. Ouais. Je veux le mentionner, c'est tout son crédit est là. Mais c'est ça. Puis, des fois, c'est ça qu'on perd de vue. Mm-hmm. C'est le client au bout de ton produit, c'est qui? Qu'est-ce qui fait? Comment ses habitudes ont changé à cause de la pandémie ou pas? Qu'est-ce qu'il veut maintenant que je suis peut-être en mesure de lui offrir assez facilement ou pas? Mais cette connexion-là, elle est pas si évidente à faire. Pour l'entrepreneur, le dirigeant, lui, il voit le client. Ouais. Mais pour son directeur de production ou sa directrice de production, merci. ça se peut que pour elle ou pour lui, tu sais, ce qui est important, c'est de livrer vendredi. Livrer à qui? Pourquoi? Fait que la question de la transformation numérique, comment la définir, c'est aussi une question de cohérence. Mm-hmm. Ton projet de transfo numérique que tu regardes, là, il soutient quel objectif? Ouais. Si tu me dis, il est pour faciliter ma vie, gestion des inventaires, commande de matières premières, je vais dire ça, c'est un objectif opérationnel, projet de continuité. Exact. Attends-toi pas à créer une valeur de fou avec ça. Ça peut être un bon projet, Exactement. mais c'est ça. Mais n'aie pas d'attente démesurée Non, par rapport à ça. Ça ne te mettra pas sur la planète compétitivité. Tout le monde le fait probablement déjà, ou plusieurs. Mais au moins, le risque est en conséquence aussi. Aussi, la durée du projet, tout va être en conséquence. Fait que la question qu'il faut se poser, c'est chaque projet, là, puis on est bien enclin à gérer ça, la transformation numérique, comme une suite. Tu m'as dit, c'est quoi? Puis tantôt, je pense que vous allez me poser une question, que je vais le répéter. C'est pas une suite de projets. C'est pas ça. C'est un processus, c'est cohérent avec un objectif stratégique que tu as, qui est peut-être pas dans une planification formalisée, mais qui est dans la tête du dirigeant, par exemple. Oui, c'est son orientation de business. Son là. Orientation, sa réflexion est là. Elle n'est peut-être pas sur un papier dans un beau document affiché sur ses murs, là, mais elle est là. Ouais. Fait que
à chaque projet, d'avoir le réflexe de dire, OK, je soutiens quel type d'objectif, ça devrait te permettre de répondre à la question continuité ou rupture. Puis de ne pas oublier le client dans l'équation. Ouais. C'est très facile de l'oublier, puis c'est correct, c'est normal. Tu es formé pour être spécialisé sur tout ça, toi, quand génie industriel. Oui, mais moi, je suis la tannante qui va venir te dire, tu sens encore quelqu'un qui est prêt à produire, qui est prêt à payer pour ce fabuleux produit-là? Je pense que c'est une question importante à prendre en compte. Puis tu as apporté un autre point qui m'a comme soulevé une idée. Ton client, c'est qui? Tu sais, tu as dit, il veut vendredi. Est-ce qu'il va être content si tu livres jeudi ou pas? Peut-être que oui, mais un client en construction, tu livres jeudi, là. Il n'est pas content, il n'est pas content pantoute. Non. Fait que si tu connais pas ton client, tu peux te mettre des objectifs de comme, il va être satisfait, j'y ai même livré avant la date, j'y ai dit. Oui, mais si ton client, il ne veut pas avant cette date-là, tu viens de complètement manquer la cible. Là. Fait que je trouve ça important, le point client que tu apportes, parce qu'effectivement, c'est sûr que moi, avec mon background, je suis très production, productivité, créer de la valeur au sein de mes opérations pour éliminer le plus de gaspillage, ce qui, au bout du compte, apporte de la valeur à mon produit, parce que si, pour construire, mettons, une chaise, j'ai réduit 4 heures de déplacement dans ma semaine à mon employé, bien, il y a potentiellement fait 4 autres chaises que je peux vendre, tu sais. Hypothèse. Mais la réalité, c'est ces chaises-là, sont-ils au goût du client qui va l'acheter? Parce que même si j'en ai livré 4 qui restent dans mon inventaire, peut-être que j'aurais pu utiliser mon employé pour faire autre chose de plus performant, plus pertinent pour la valeur concrète apportée au client, tu sais. C'est ça, exactement. Puis ce questionnement-là, parce que puis là, dans mes classes, moi, c'est des étudiants en gestion que j'ai devant moi dans mes classes, fait que pour eux autres, ça va bien, mais quand je change de table, puis que je m'en vais, par exemple, plus du côté de l'école de génie où je donne pas de cours là-bas, mais mettons que j'ai l'occasion de leur parler, ce qu'ils vont me répondre, parce que des fois, ils viennent suivre nos cours aussi. Hein, c'est un cours complémentaire, Introduction au système d'information. Fait que des fois, ça donne qu'on peut avoir des étudiants avec d'autres perspectives qui viennent dans nos cours. Fait que là, j'en profite. Puis ils m'ont dit à quelques reprises, surtout au MBA, là, j'en ai eu quelques-uns, « Ouais, mais ça, c'est l'équipe de marketing qui s'occupe de ça, le client. » Et là, je leur dis, non. Et c'est quand la dernière fois que tu as parlé à l'équipe de marketing? Le moins souvent possible. J'ai fait, ben non. Ah, puis on le voit souvent. Ils veulent pas se parler. Les entreprises en silo comme ça, là, c'est fou. Ça crée tellement de problèmes dans le sens... Première expérience que j'ai faite là, en stage, là, moi, j'étais sur la production, bien sûr. Je faisais de l'analyse de processus, puis je parlais avec l'employé, puis je suis comme, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, ben parce que les ventes, ils ont vendu ça. Puis je suis comme, mais vous le faites pas normalement. Non. Fait que là, tu es en train de mettre à risque toute ta production pour quelque chose qui a été vendu par les ventes qui t'ont jamais demandé ton avis si c'était faisable en production. Exactement. Ça, c'est l'autre réalité. Fait que t'es comme... C'est la même chose pour le marketing. Si le marketing est la seule personne qui connaît les attentes du client et sa satisfaction, bien, il y a quelque chose dans la production qui n'est pas fait comme du monde là, pour que tu répondes à ces besoins-là. Tu sais, gérer l'exception. Là, tu es dans la gestion de l'exception. Pour toi, tu ne veux pas gérer l'exception, toi, du point de vue de ta production. Ouais. Mais le marketing veut peut-être prioriser ça, mais les après gens ça, du marketing, il faut t'adapter ta production ça, pour exact. répondre à ça, tu sais. Mais l'inverse est très vrai. Tu as raison. En marketing, quand je dis, ben là, il faut aussi s'intéresser à chaque petite demande que vous faites. Vous imaginez pas à quel point vous venez de bouleverser une programmation ou quelque chose que... Ouais, mais là, ça doit pas être si compliqué que ça, là. C'est juste ça. J'ai juste demandé de changer la couleur. Ou, le client a changé d'idée sur son choix de tissu. Oui, mais... On livre dans 2 jours. C'est ça, tu sais. Fait que, un paquet d'affaires de même. Et ça nous ramène à cette idée de collaboration multidisciplinaire. Quel beau mot. Mais quelle affaire difficile à faire. Vous n'avez pas idée, autant en recherche qu'en entreprise. Qu'en entreprise, par ailleurs. Je vous confirme que c'est aussi difficile, même entre nous. Parce que des fois, on est tout un paquet de solitude ensemble, puis on n'arrive pas à se...
on finit par se taper ses nerfs à force d'essayer de se comprendre. Puis Mais c'est parce que j'ai l'impression que dans des situations de même, on n'essaie pas tant de se comprendre que de convaincre l'autre. Exact. Ah On oui, est dans t'as un raison. mode de je vais te convaincre que ma façon de penser et d'interpréter tel sujet est la meilleure. Je vais te convaincre que les opérations, c'est mieux que le stratégique. Exact. Et c'est pas nécessaire de Non, faire ça. Non, Exact. faut que les deux travaillent ensemble. là. Non. Mais main dans la main. Puis là, je répète ce que tu as dit au début, selon l'objectif de l'entreprise. Exact. Dans le sens, si la direction de l'entreprise a un objectif fixe que d'ici les 5 prochaines années, ils veulent aller dans cette direction-là, bien, stratégie, marketing, opération, vente, tout le monde, dans une multidisciplinarité de réflexion, doivent aller dans cette direction-là. Oui. Je peux pas aller dans cette direction-là puis que les opérations continuent d'opérer comme il y a 20 ans puis penser C'est qu'ils ça. vont répondre à cette nouvelle tendance-là ou ce nouveau besoin du client-là. Donc, les silos, ça peut pas permettre d'avancer dans une direction commune si ceux-là, entre eux, ne font pas de touch-point. Puis là, je reviens à ma notion de cohérence. Oui, exact. Fait que cette cohérence-là ne peut pas s'installer si les fonctions, les départements dont tu parles continuent de faire leurs petites affaires puis de se dire ils s'adapteront aux autres. Ça sera En fait, toujours c'est ça. à l'autre de Tu s'adapter. pousses dans le cours du voisin. C'est ça. Mais quand tu es une entreprise, ça marche pas comme ça. Puis je dirais les pressions concurrentielles aujourd'hui sont telles que tu ne peux plus te permettre de faire ça. Peut-être qu'il fut un temps où tu étais relativement confortable dans ton marché. Puis tu sais, il n'y a pas si longtemps, là, dans le manufacturier en particulier, il y a des entreprises qui faisaient de l'argent juste parce qu'ils exportaient aux États-Unis la majorité de leur production à cause d'un dollar Ouais. fort ou faible. Là. C'est selon comment on le voit. Mais juste à cause du taux de change, ils faisaient de l'argent. Ouais. Mais c'est plus le cas, là. Non. C'est plus aussi facile, puis là, on va faire abstraction de ce qui se passe plus récemment. Mais il fut un temps où le modèle d'affaires, la création de valeur, la proposition de valeur de base, c'était « je vais en dollars américains Oui, c'est ça. ». Excuse-moi, là, mais ça tient plus la route aujourd'hui. Tu as Non. fait beaucoup de sous comme ça, mais là, c'est d'autres choses. Mais non, c'est ça. Oui. C'est ça. Fait que proposition de valeur, là, ça peut prendre toutes sortes de formes. Et ça, il faut vraiment en parler avec l'entrepreneur, mais il faut aussi qu'il soit disposé à entendre autre chose des fois, Ouais. ce qui n'est pas toujours facile. Puis là, ben, je dis c'est autant une question d'émission du message que de réception du message. Tu parles de maturité, Jonathan, à quelques reprises, je t'ai entendu parler de ça. C'est un concept que j'ai un peu de misère avec pour toutes sortes de raisons. Que je... Ben, c'est parce sémantique, surtout. qu'il y a une notion de la bonne façon de faire quand on parle de maturité. Oui, comme s'il y en avait juste une. Comme s'il y en Puis avait comme juste si une. la maturité, c'était quelque chose que tu atteignais quand tu es petit, tu vas devenir grand un jour. Puis c'est comme si de dire tous les humains qui vont vieillir vont finir par être matures. Excusez-nous, là, mais c'est pas le cas. Non, Fait que- non. Ben, les entreprises, c'est la même chose. la C'est même pareil, affaire. c'est pareil, oui. C'est ça. Tu peux améliorer ton niveau de maturité. Mais de là à atteindre un point de finalité en soi, je pense pas. Tu sais. Et moi, je veux dire, sérieusement, j'aimerais mieux qu'on parle de niveau de cohérence. Ouais. On peut-tu dire, plus vous allez tendre vers la cohérence entre vos choix technologiques et Et vos votre objectifs d'affaires d'abord, plus vous allez de toute façon être harmonisé dans vos Ouais. efforts. Donc, niveau de maturité, ça se remplace très vite pour moi dans le vocabulaire par Cohérence. niveau de cohérence. Puis dans la recherche, on va vous parler d'alignement. Ah, ben oui. Oui. Bon, Synonyme. oui, mais alignement, ça se vend mal sur Ouais. le terrain. Cohérence, ça se vend mieux. Fait que maturité, ça se vend encore mieux. Ouais, ça Ouais, se mais vend, ça veut ça se vend moins mieux parce que dire. tu peux donner une petite médaille à la fin. Tu peux, Ouais. Ça donne une impression. Puis, tu sais, Ouais. c'est normal, on est des humains, on C'est veut, ça. on Mais- veut avoir quelque chose au bout de la ligne, une C'est une carotte. fausse médaille. hein. C'est une fausse médaille, mais C'est ça. Fait qu'en tout T'as cas, 30 ans, t'es mature. Tant tout, ça veut rien. zéro bin barre. Je peux vous en nommer des bien plus vieux que ça. Qui l'ont pas pantoute. C'est ça. Il n'y a pas Non, c'est ça. d'accomplissement net, là, tu sais. Non, puis c'est pas une question inéluctable non plus. Tu Non. vas grandir puis tu vas devenir mature, c'est pas vrai. Là. Mais non, ben C'est non. ça. Puis j'ai peut-être un dernier élément. là, parce Marie, que- elle regarde son chrono. Ouais, je le remarqué. sais, je le sais. Je vais essayer Vas-y, de pas vas-y, aller vas-y. trop loin parce que la réalité que j'ai vue souvent, c'est que
on va mettre un projet technologique en place et il n'y aura pas d'objectif. Ah, mon Dieu. Ou sinon, un objectif qui n'est pas le bon. Oui, Oui. parce que la subvention était là. Exact. Subvention à l'adoption. Oui, c'est ça. Mais comment qu'on. C'est quoi qui peut caractériser un objectif qui permet de capturer de la valeur? Ben, un qui découle d'un objectif d'affaires clair, puis qui supporte l'atteinte de cet objectif-là, ne serait-ce qu'indirectement. Tu sais, des fois, c'est pas toujours straightforward non plus, là. Mais si tu me dis, mon 3e ERP va me permettre enfin d'avoir plus de qualité informationnelle, parce que là, je viens de comprendre que si j'analyse pas mes données opérationnelles correctement, je suis pas capable de feeder le marketing qui va regarder c'est quoi les produits, par exemple, qui ont généré le plus de retours, pour savoir pourquoi ils ont retourné ces produits-là, les clients, puis qu'est-ce que je peux changer peut-être dans mon offre. Mais là, ils ne sont pas capables de faire cette analyse-là parce que j'ai cumulé un paquet de données, mais qui ne sont pas utilisables. Puis au final, ben c'est de mieux répondre aux besoins de ton client. Fait que, tu sais, c'est indirect, là. Ça a l'air à la limite, très limite comme valeur, mais si c'est clairement fait dans un objectif d'améliorer la lecture qu'on fait des habitudes des clients versus un paquet d'affaires qu'on fait dans l'entreprise, puis qu'à la fin, ton objectif, c'était de te différencier de tes compétiteurs par une offre améliorée, de meilleure qualité, ou au niveau opérationnel, de te distinguer parce que tu as une meilleure productivité, parce que toi, ça te prend moins de temps de traiter tes retours. Pourquoi? Parce que tu en as moins, tout simplement. C'est déjà ça. Fait que tu es capable de faire le lien avec qu'est-ce que tu supportes et pas juste « Ah, j'ai une pénurie de main-d'œuvre, je ne suis pas capable d'embaucher. » Ça, c'est l'autre réalité aussi. Ouais. Pourquoi tu n'es pas capable d'embaucher aujourd'hui? Peut-être parce que tu n'as pas innové quand c'était le temps. Ça, moi, comme chercheuse, je le dis prudemment, poliment, mais un consultant, un spécialiste n'est pas placé pour le dire. Donc, c'est là que c'est là qu'entre en jeu tout l'écosystème d'accompagnement, puis tout puis je pense que ça va être ça notre prochaine. On prend la pause sur ce beau sujet, puis on vous revient sur l'accompagnement de la transformation numérique au retour. Vous écoutez Les Voix de la transformation. On tient à dire un énorme merci à nos collaborateurs. Si vous souhaitez devenir un collaborateur et venir partager vos expériences avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. On profite aussi de cette pause pour vous inviter à vous abonner à notre contenu et ne rien manquer. Nous sommes de retour, puis juste avant la pause, tu l'as mentionné, Claudia, l'accompagnement de la transformation numérique. Eh bien, parlons-en un petit peu ensemble. Tu l'as mentionné plus tôt, à titre de chercheuse, tu es quand même restée très proche du terrain. Donc, on veut savoir un peu, pour toi, y a-t-il des outils qui sont mieux pour accompagner les entreprises? Y a-t-il des accompagnateurs qui ont une meilleure comme approche, sans nommer des entreprises, plus approche accompagnateur? Y a-t-il, par exemple, là, je pose des questions à Raphaël, mais on va pouvoir échanger par la suite, mais tu sais, c'est quoi les conditions gagnantes d'un bon accompagnement? Toute cette panoplie-là de questions. Puis là, c'est pas pour que j'aime le sourire de Claudia qui se dessine au fur et à mesure de tes questions. C'est pas pour que tu répondes à toutes ces questions-là en rafale, c'est plus accompagnement parlant. C'est comment on peut aider les entreprises à se démêler dans ce monde-là? Bien, Marie, il faudrait que tu attendes 1 an avant de poser ces questions-là. Je suis en train de faire cette recherche et cette étude-là avec un collaborateur, François Lécuyer, pour ne pas le nommer, qui est chercheur aussi à l'Institut de recherche sur les PME. Avec des collaborateurs du terrain, justement, ça va jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, on a plein de partenaires en ce moment qui sont intéressés à savoir effectivement qui est le mieux placé pour accompagner la transformation numérique. Dans mon autre vie professionnelle, je vous ai dit que j'avais été conseillère aux entreprises, ce qui m'avait permis notamment de constater qu'à l'époque, puis c'était il y a 15 ans quand même, mais je suis retournée récemment, puis sais-tu que ça n'a pas tant changé? Fait que ma conclusion, c'est qu'on a beaucoup utilisé les outils de l'entrepreneuriat. Le démarrage d'entreprise, les start-up, les pas-start-up, mais qu'on va accompagner pour faire de l'exportation aussi ou ça, de la croissance ou peu importe.
c'est qu'on prend ces mêmes outils-là, ces mêmes approches-là, formation, coaching, co-développement, dans une pratique d'accompagnement classique, qu'on va dire « Ah, ça va faire ça pour la transformation numérique », mais on ne se préoccupe pas tant des compétences de l'accompagnateur. Et là, on a peut-être un enjeu, parce que c'est tellement spécifique et parfois spécialisé que c'est pas vrai que tu peux, comme intervenant socio-économique, quand tu as une formation en finance, puis que traditionnellement, tu as fait du financement d'entreprise et de démarrage d'entreprise, que là, tu vas faire du financement de la transformation numérique de manière tout aussi efficace. Au contraire, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'un banquier de plus, là. On a besoin d'un accompagnateur. Ça aussi, ça relève, puis cet intérêt-là est venu en partie d'un autre projet de recherche que je faisais avant la pandémie avec un collègue de l'UQAM, Martin Cloutier, pour ne pas le nommer, avec qui j'ai fait de la cartographie, justement, des 3 groupes d'acteurs dont j'ai parlé en introduction, entrepreneurs, dirigeants, spécialistes et intervenants, puis comment tout ce beau monde-là identifiait, percevait et priorisait les enjeux de la transformation numérique. Fait qu'on a, là, on a des super belles données qui sont en train d'être analysées pour... on a déjà publié avant la pandémie, pendant un peu, puis là, on est en train de sortir les résultats plus après. Bien, j'ai vu le portrait changer. Je l'ai vu à travers ces données-là. Si avant la pandémie, c'était les entrepreneurs qu'on devait pousser pour justement y aller un peu plus là, à la transformation numérique, il y avait une forme de convergence entre les spécialistes et les intervenants. Bien, les données qu'on a, qui ont été récoltées en 2021-2022, nous donnent à penser que le wake-up call a fonctionné dans plusieurs cas d'entreprises, d'entrepreneurs qui ont réalisé que, oups, c'est peut-être des affaires qu'ils auraient dû faire un petit peu avant. Mais là, ils les font plus rapidement, les font avec peut-être une compréhension un peu meilleure des avantages. Je ne te dis pas que c'est parfait. J'ai l'impression aussi qu'ils sont plus en convergence avec les spécialistes qui les accompagnent, consultants, et que là, c'est nos accompagnateurs intervenants qui ont peut-être un petit peu besoin d'aide. Oui. Fait qu'on est dans ce que j'appelle l'époque d'accompagner l'accompagnateur, de former l'accompagnateur correctement à bien comprendre ce qu'est la transformation numérique et en même temps à comprendre aussi que au Québec, on est très enclin à se vanter d'avoir beaucoup de monde sur la patinoire pour aider l'innovation, que ce soit le Conseil de l'innovation du Québec ou tous ces autres interlocuteurs, je dirais, beaucoup politisés, là, qui vont venir dire c'est important, l'innovation, on va soutenir ça. Puis il y a eu toute la fameuse offensive de la transformation numérique, l'OTN, dont on parle beaucoup, mais là, bon, qui a été beaucoup coupée récemment, mais qui a eu ses belles années, disons. Et je ne sais pas si ça a été profitable ou au contraire dérangeant. Je ne sais pas trop. Là, je suis très ambivalente là-dessus parce qu'on a donné de l'argent à tout le monde. Mais je pense que ça vient, ton point vient lié à notre discussion d'avant la pause, qui est les entreprises qui avaient leur objectif d'affaires clairement établi, quand ils ont reçu de l'argent, ils s'en allaient dans une bonne direction. Exact. Et les autres entreprises qui ont reçu de l'argent parce que les fonds étaient là puis qu'on encourageait à la prendre, eux, peut-être que les projets n'ont pas mené à de la valeur, là, tu sais. Exactement. C'est exactement. Tu résumes la situation de manière très, très efficace. Et ce que ça vient nous dire, puis c'est ça qui m'amène à mon nouveau projet, je me questionne, puis c'est ça qu'on va faire, là, parce qu'on a déjà des entrevues qui sont faites. On se base sur nos données aussi dans l'autre projet de cartographie. On combine ça, puis là, on va faire une enquête sous peu là, dans les prochaines semaines. Je risque de vous inclure dans mon envoi. Je considère que vous en faites bien partie. Pour essayer justement de voir c'est quoi le meilleur profil. Parce que là, tu as l'accompagnateur individu, mais tu as l'accompagnateur organisme. Mm-hmm. Oui. Quand tu donnes de l'argent de l'OTN à une SADC, bien, Société d'aide au développement des collectivités, ça n'a pas qu'un seul objectif d'accompagnement des PME ou de la transformation numérique. Ça a une mission citoyenne. Oui. Ça intervient auprès des jeunes, ça intervient auprès des personnes du troisième âge, ou je ne sais même plus comment on s'appelle là, quand on a dépassé 50 ans. Mais bref...
On m'a dit ça, 3e âge, l'autre fois, j'ai fait « aïe! » Mais bon, c'est un autre dossier. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on donne de l'argent aux bons pour accompagner cet aspect-là de l'entreprise en particulier? Mais puis au sein de ces organismes-là, des fois, C'est les très conseillers sont même pas outillés pour aider une prise de décision au sein de l'entreprise. Fait que l'entreprise appelle, j'ai un projet, il n'y a aucun challenge, discussion, validation que c'est un projet qui vaut la peine de mettre de l'avant, puis il y a de l'argent qui est transmis. Ouais. Là, je suis heureuse de te dire que les ministères subventionnaires provinciaux, à tout le moins, ont décidé que c'était fini, les relais de subvention. J'ai entendu ça là, dans certains milieux. Là. Oui. C'est fini. Là. Tu ne seras pas un relayeur de subvention. C'est pas pour ça qu'on t'a donné de l'argent. Mais il y en a une gang que c'est ça qu'ils ont fait dans les dernières années. Oui, mais il y a beaucoup d'organismes qui se sont éteints aussi. Clairement. Puis je dirais même dans les 6 derniers mois ou dans la dernière année. Bien, c'est ça. Le ménage est en train de se faire. Il est en train de se faire là-dessus. Mais c'est aussi, si les fonds étaient restés au même hauteur qu'ils étaient en 2020, 2021, 2022, moi j'appelle ça des petits royaumes, là. Tous ces petits royaumes-là seraient encore vivants, puis on financerait bien plus de la structure que du vrai accompagnement puis de la vraie transformation numérique. Fait que moi, je questionne cette posture-là de se vanter qu'il y a beaucoup de monde sur la patinoire pour aider les entreprises. Moi, je me dis, il ne suffit pas qu'il y en ait beaucoup, il faut qu'il y ait les bons. Mais il y a aussi beaucoup, puis il y a de l'autoproclamé, tu sais. Oui, ça, c'est l'autre affaire. Fait que là, t'es comme, il y en a beaucoup, mais moi, une entreprise, à quelle porte je cogne? Comment je fais pour savoir que c'est pas un vendeur de solutions que je viens d'approcher, qui s'est autoproclamé accompagnant en transformation numérique? Fait que là, comment tu fais pour démêler tout ça? C'est là que les chercheurs deviennent utiles. Tu sais? Ceux qui te font peur, là, ceux que tu n'as pas trop le goût de rencontrer tout le temps. C'est ça, je l'ai dit déjà. Moi, j'ai rien à vendre. Oui, c'est ça. Fait que moi, je vais m'asseoir autour de cette table-là. Probablement que le vendeur de solutions ne va pas tant aimer ce que je vais dire, mais moi, c'est pas lui mon client, entre guillemets. Exact. Mais puis c'est le fun d'avoir le troisième parti dans la discussion. C'est correct. C'est sûr que comme entreprise, qu'il y a des projets technologiques ou des objectifs à atteindre, puis les solutions technologiques peuvent être la voie à prendre. Mais d'avoir un troisième intervenant complètement détaché du discours du vendeur, dans la pièce, dans la discussion, dans la réflexion, que ce soit un chercheur, une chercheuse ou autre entité neutre qui ne vend pas de solution, mais ça vient changer toute la réflexion de l'entreprise parce que souvent, l'entreprise, des fois, est outillée pour prendre sa propre décision puis de ne pas se faire biaiser par le discours des vendeurs. Mais malheureusement, les vendeurs, c'est des vendeurs. On se fait potentiellement tous avoir par ça. Mais à l'entreprise, je veux... cette machine-là je veux changer ça. Je me suis fait dire qu'il y avait des subventions pour des ERP. Bien, c'est sûr que la première porte que tu cognes, qui vient avec un grand discours de vendeur sur son logiciel qui est miraculeux, qui va sauver tous tes problèmes, bien, tu te fais avoir, c'est sûr et certain. Oui. Mais ça, tu allais dire de quoi, Jonathan? Bien, en fait, moi, il y a une hypothèse qui me vient très flagrante d'après moi. C'est est-ce que ça fait partie des hypothèses qu'il y a une importance au niveau de la littératie numérique, dans le sens que tu peux pas avoir un accompagnateur sans être un développeur logiciel, sans être un intégrateur technique, mais c'est difficile. Ça m'apparaît comme hypothèse que c'est difficile d'accompagner une entreprise si tu n'as pas un bon niveau de littératie numérique. Puis ça serait intéressant de savoir c'est quoi ce niveau-là, à quel point il faut que tu sois connaissant de la technologie pour être capable de mapper des besoins. Je ne dirais même pas connaissant de la technologie. Ça, les consultants sont super connaissants de la technologie. Je dirais connaissant des enjeux autour de la transformation numérique, bien plus que de la technologie elle-même. Et d'être capable de faire le pont entre les deux. Fait que c'est peut-être une certaine dualité, un profil de compétences que deux, trois j'appelle ça le chaînon manquant, moi. J'appelle ça l'espèce de chaînon manquant de la connaissance. Mais par contre, il y a de l'espoir, soit dit en passant. Il y en a qui ont compris ça il y a déjà quelques années. Puis je travaille avec un organisme du Lac-Saint-Jean notamment qui s'est attaqué directement à ça. Il a dit, nous, là, on ne va pas former les entreprises, on va former les gens de l'écosystème à travers un programme de formation. Auquel j'ai pu participer aussi, puis dans lequel il y a eu plein d'autres mondes qui ont contribué.
Et ça, je disais, bien ça, c'est déjà une première prise de conscience. Mais en 2019, il était pas mal tout seul à penser à ça. Mais plus récemment, je suis allée dans un autre happening socio-économique en Chaudière-Appalaches, où là, évidemment, puis dans l'Assemblée, ce n'était que des intervenants socio-économiques. Et le sujet du panel sur lequel j'intervenais, c'était ça, la fameuse IA, transformation numérique et tout ça. Puis là, j'écoutais tout le monde vendre les mérites de leur vitrine technologique, les vitrines de ci, de ça. Et j'ai dit, arrêtez. L'IA, c'est pas l'innovation. Non. L'innovation, c'est ce que vous allez faire avec l'IA. Oui. Lâchez-moi l'IA comme égale l'innovation, la fin en soi. Et là, c'était le chant des criquets là, dans la salle. Parce que le discours ambiant, tu as raison, Marie. C'est un discours ambiant qui faut que je te convainque que tu as besoin de ça. Fait que c'est pour ça que je dis, dans un écosystème d'accompagnement qui est simple et qui va fonctionner, il faut pas... En fait, puis là, c'est ça que la recherche qu'on mène est en train de révéler. Et je pourrais vous en reparler éventuellement. On pense qu'il y a des agencements de compétences, conditions, modalités qui vont venir nous dire, OK, ça donne une meilleure valeur quand on accompagne, quand on a ce portrait-là. Mais je n'ai pas l'information pour tout de suite. Par contre, ce que je trouve très encourageant, puis ça, c'est l'autre projet, puis ça, je les ai, ces données-là, c'est de voir que les entrepreneurs ont dirigeants, là, je dis entrepreneurs, mais ça peut être aussi dirigeants là, de PME, ont quand même, j'ai l'impression, profité, c'est plate à dire, mais de la pandémie, le petit wake-up call qui est arrivé durant ce temps-là, ils en ont profité pour un petit peu se dire, OK, mais là, le spécialiste, là, même si je ne comprends pas trop ce qu'il me dit, je vais essayer de m'asseoir avec un petit peu plus. Puis, à l'inverse, le spécialiste a aussi compris que lui aussi, il devait adapter son langage puis son discours. Puis, on a moi, je rencontre de plus en plus d'intervenants socio-économiques qui sont conscients de dire, moi, je ne veux pas juste donner des subventions. Là. Moi, je veux faire une vraie différence. Ouais. Mais il y a un gros enjeu très structurel, puis je dirais que ça, là-dessus, on a peu de contrôle. C'est que dans ces organismes-là, c'est souvent des OBNL, c'est souvent des budgets non récurrents qui sont consacrés au gré de la subvention disponible pour eux, là, pas celle pour l'entreprise. Donc, on se retrouve sur des chaises, dans des postes qui sont, je ne vais pas appeler ça des sièges éjectables, mais que ça en est, d'une certaine façon, que si le budget n'est pas récurrent d'année en année, mais ce poste-là, il peut lever les pattes, puis c'est arrivé là, dans bien des organisations. Puis que c'est lié donc à aussi, ça va être des tremplins aussi pour l'entrée en carrière. Fait que oui, des fois, tu vas avoir quelqu'un qui est bien branché, techno, puis tout ça, puis qui va faire une super job. Mais finalement, il attend juste la meilleure offre pour aller faire d'autres choses. Puis là, on le perd. Fait que là, on trouve qui? On en trouve un autre sur la chaise. Bon, la littératie n'est peut-être pas tout à fait ce qu'elle devrait être. C'est zéro encadré. C'est zéro formé. Fait que pour moi, je pense que oui, vous travaillez beaucoup, vous autres, directement auprès de l'entrepreneur, du dirigeant. Vous avez des invités qui sont directs avec eux autres. Mais moi, je fais un step back, puis j'ai le goût de m'intéresser. Puis peut-être que aussi, c'est ma place. En tout cas, personnellement, je me sens plus confortable aussi à essayer d'agir dans l'écosystème avec une panoplie d'acteurs. Où j'ai l'impression que ce que j'ai à dire commence à faire des petits. Sérieusement, j'ai lu, puis ça, il faut que je vous le raconte parce que j'ai comme l'impression d'avoir réussi quelque chose quand j'ai vu ça. Dans une infolettre d'une organisation que je nommerai pas, mais qui est vraiment très, très, très par et pour les entrepreneurs, là. J'ai lu récemment un billet, ou en tout cas, ça référait à un billet de blog, où on parlait d'arrêter de s'intéresser juste au quoi pour commencer à questionner le pourquoi on fait les choses sur le plan numérique. Et je disais, c'est mon contenu, ça. Je dis, voyons, c'est ça que je dis, moi. Puis là, je lisais ça dans le blog, puis je me disais, ça veut dire qu'il y a d'autres mondes là, qui commencent à porter le même message. Je me sentais toute seule en temps, il n'y a pas si longtemps. Puis là, j'ai l'impression que je suis moins toute seule avec ça. Puis que ça dérange moins, mais en tout cas, ça clash moins. Première fois que j'ai présenté ça à un auditoire qui n'était pas juste académique ou étudiant, c'était en 2017.
Je me rappelle très bien, ici à l'UQTR, on avait fait c'était Georges Abdelno, pour ne pas le nommer, qui avait réussi à nous convaincre d'organiser une espèce de colloque là, pour c'est quoi le 4.0 en 2017. Il faut juste se ramener. C'est loin. C'est loin, puis c'est pas loin en même temps. Et je me rappelle, c'était la première fois que j'ai pu expliquer ce point de vue-là que j'avais, de dire, c'est beau là avec quoi, mais ce qui est surtout important, c'est le pourquoi. Puis le comment, dans le sens, ça va être quoi les impacts, puis tout ça. Puis je me rappelle, c'était le chant des crickets là, dans la salle. Tu sais, il y en a d'autres. Oui, parce que c'était vraiment, à ce moment-là, c'était comme, qui elle? C'était pas ça qu'on voulait entendre, tu sais. Puis je l'ai eu tellement souvent, ce sentiment-là, que c'était pas ça qu'on voulait entendre dans les 10 dernières années, que là, quand je lis ça dans une infolettre, je fais OK, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. On va reprendre le bâton de pèlerin. Je ne l'ai jamais lâché vraiment, mais je t'avoue qu'il y a des bouts que je suis venue souffler. Mais je trouve, puis là, je suis biaisée par ma propre expérience, mais moi aussi, mettons, mon sujet de recherche qui était beaucoup plus basé sur ton état de préparation à intégrer de la technologie ou à prendre le chemin de la transformation numérique était tellement négligé. Quand j'ai commencé ma recherche, je me rappelle taper sur ma base de données le mot que je cherche, mon mot-clé, 20 articles. Puis là, j'écris, par exemple, maturité, 350. Puis là, t'es comme... Là, je dis 350, mais ça devait être 3500, c'est ça. Ouais. Là, t'es comme, ben pourquoi le clash est aussi grand entre l'autre, puis que la donnée de statistiques des échecs technologiques est connue à 3 sur 4, tu as dit tantôt? Depuis plus de 30 ans. Donc, là, il y a quelque chose que dans ma compréhension de la transformation numérique était manquant. Là. Je me disais, comment on peut savoir que dans 75% des cas, c'est un projet qui a un échec technologique, mais qu'on n'adresse jamais les bonnes capacités à se préparer, mais on dit tout le temps, vas-y, fonce, sois plus mature, fais plus de... Là, il y a quelque chose... J'ai l'impression que ton discours, ça me rejoint à ce niveau-là parce que arrêtez de me dire qu'il y a des solutions puis qu'il faut que j'aille dans cette direction-là. Dis-moi pourquoi il faudrait que j'aille dans cette direction-là. Tu mets le doigt dessus direct. Ouais, c'est que là, en fait, puis je veux dire, les chercheurs, on est des champions pour faire ça. Là. C'est ça qu'on fait, nous autres aussi. Tu sais, dans le fond, le reproche de dire pourquoi c'est encore de même après 35 ans, il s'adresse autant à nous autres qu'à tous les autres. Oui. Là. OK? Fait que, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on a été champions à dire, moi j'appelle ça la liste d'épicerie, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, mais sans jamais leur dire pourquoi il fallait qu'ils le fassent. Ou sans jamais faire le lien avec leur propre réalité. Oui, c'est ça, c'est assumer que cette recette-là, pour tout le monde peut la faire. Exact. Demain matin, prends la recette, ça va fonctionner. Demain matin, toi, tu es peut-être prêt à un niveau plus numérique que les autres. Toi, tu as peut-être plus de données accessibles. Je peux pas te dire que cette recette-là va fonctionner. Tu n'es pas en train de faire un gâteau. Là. La réalité, c'est que tu n'as peut-être pas de four chez vous. Tu sais peut-être pas où acheter de ta farine, mais je te dis, tiens, ça va fonctionner si tu le fais. Puis sais-tu quoi? Tu es peut-être allergique au gluten. Tu n'as même pas le goût de le faire, ton gâteau. Exact. Fait que, non, mais c'est... Ça, il y en a. Il y en a que oui, il y en a que c'est carrément ça. Là. Oui. Il y en a... qui sont habitués, sont très, très, très collés sur leur but premier, sur leur réalisation. Puis, tu sais, je connais une petite entreprise, ils font de l'usinage avec des machines CNC. Puis, eux autres, faire de la programmation de leur machine, ils connaissent ça sur le bout de leur doigt. Puis, le client, il baragouine quelque chose qu'il veut avoir, puis il renvoie le dessin qu'il va avoir comme résultat, puis ça fonctionne très bien. Mais après ça, le moindrement que tu lui dis, ben ta machine, ce serait intéressant qu'elle soit connectée, qu'on ait de l'information sur quelles machines sont sollicitées, à quel moment, de quelle façon. Il a fait une disposition machine. Es-tu bonne, ta disposition machine? Lui, il est comme, ben moi, je ne vais pas me poser cette question-là. L'argent rentre. Ah oui, mais ça, c'est l'autre réalité. Tant que ça fait pas mal, on n'est pas tant enclin à faire quelque chose. Puis, ben c'est ça. Ça, c'est l'autre réalité. C'est dans le succès. En fait, l'échec... Puis c'est là que je dis qu'il faut quand même positiver par rapport à la situation. L'échec fait partie du succès. Oui. L'échec, c'est l'apprentissage qui va te permettre d'être meilleur la prochaine fois. Ça, c'est un autre travers qu'on a à tout vouloir réussir du premier coup. Puis à pas vouloir se tromper, puis à pas vouloir dépenser de l'argent pour rien. Puis ça, je comprends, là, d'un point de vue d'affaires, c'est pleinement justifié. Mais de l'autre côté,
c'est plate à dire, mais l'apprentissage, là, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est des larmes, c'est de la sueur, ça peut faire mal. Exact. Oui. Puis platement, ça va souvent mieux fonctionner quand ça fait mal. Oui. Puis je dis platement, on aimerait tout apprendre dans le plaisir, la joie et le bonheur. Mais c'est pas comme ça que tu apprends. Mais un Ouais. humain puis une entreprise, pour moi, c'est la même chose là, dans Oui. ces conditions-là. Puis tu sais, Marie, tu parles de... Il peut pas parce qu'il n'y a juste pas ce qu'il faut pour le faire à ce moment-là, ce que je suis en train d'y donner comme liste d'épicerie. Puis là, j'ai fait une blague avec le gâteau, mais peut-être qu'il veut pas pour des raisons très objectives et très acceptables. Par exemple, son objectif d'affaires, lui, c'est la pérennité. Il ne veut pas grossir. Il veut être meilleur dans ce qu'il fait déjà. Arrête de le pousser avec des affaires en essayant de le convaincre que ça va lui permettre de croître. Ça ne l'intéressera pas. Oui, c'est ça. Puis l'entrepreneur, oublions jamais, puis ça, votre invité de l'épisode 9, il l'a bien dit, c'est un spécialiste de son entreprise. Oui. C'est pas ils n'ont pas tous fait des MBA. Quoi qu'on en retrouve beaucoup là, dans le programme d'MBA, de plus en plus des entrepreneurs, des dirigeants de PME. Et de toute façon, c'est la caractéristique à l'UQTR. Là, nos programmes en gestion sont très orientés là-dessus. Fait que ils sont... C'est ça. Ils connaissent bien leur entreprise, connaissent bien leurs produits, le font souvent très, très bien. Oui. C'est ce qu'ils aiment faire. Oui. Fait que là, tu leur demandes de devenir tout d'un coup intéressés à faire un paquet d'affaires qu'ils ne savent pas faire. Déjà, ça, c'est pas tentant. Auto-efficacité personnelle. Ça, c'est peut-être une affaire de l'entrepreneuriat que je trouve bien utile. C'est un des concepts. C'est quand tu ne te sens pas compétent à faire quelque chose, tu n'as pas le goût de le faire. Fait que, tu sais, il y a tout ce rôle-là de l'écosystème pour susciter l'envie, oui, mais susciter l'envie pas juste en faisant miroiter le miracle de... Mais en faisant miroiter l'utilité de, la cohérence à faire quelque chose, le fait que oui, peut-être ça te dit rien maintenant, mais non, ça a un effet pour d'autres choses, que c'est peut-être pas toi qui va être le porteur de ce ballon-là ou de ce projet-là, que ça peut être l'autre à côté. Mais ça nécessite des efforts, puis surtout, une conversation qu'il faut absolument continuer avec des acteurs diversifiés. Puis se refermer sur son petit cercle, sa petite gang qui savent, hein? Il n'y a rien de tel qu'un entrepreneur parle à un autre entrepreneur. Je le concède, c'est vrai. C'est surtout très rassurant. Mm-hmm. Et moi, ben, si tu sais, il y avait une des questions dans votre liste qui ça disait qu'est-ce qui te distingue? Bien, souvent, ça va être ça, de me distinguer. C'est plate à dire, mais je vais avoir l'air un peu toujours à contre-courant parce que je vais dire la tendance, c'est pas ça votre plus grosse préoccupation. Oui. Mais je pense qu'il en faut des acteurs comme ça. C'est ça, oui. Mais tu sais, comme je dis, à longue, on se fatigue aussi. Il faut faire attention. Mais sérieusement, puis là, mon petit aparté sur l'infolettre, c'était hier que je voyais ça. J'ai fait, OK, ça marche. Je fais de... Puis là, je dis pas que c'est à cause de moi qu'ils ont écrit ça, là. C'est pas ça pantoute, là. Je dis juste... Le discours le message, il passe quelque part. Ça veut dire que, premièrement, je ne suis pas la seule à le passer. Deuxièmement, on doit être pas mal, de plus en plus nombreux à le passer. Puis, ça veut dire qu'il se rend quelque part. Puis là où ce qui se rendait, c'est dans l'écosystème d'accompagnement. J'étais doublement fière de voir qui avait écrit ce billet-là pour dire, OK, si l'entreprise cogne à cette porte-là, elle va avoir, en tout cas en principe, cet accueil-là. Mm. Et c'est pour ça que l'écosystème d'affaires, c'est mon autre volet de mon programme. Lui, il est là depuis le début, là, dans le fond, depuis pratiquement 10 ans, auquel j'ai greffé un paquet d'autres choses. Mais peut-être que les liens sont clairs dans ma tête à moi seulement, mais ça me fait dire que... en tout cas, ça sert à quelque chose de faire ce qu'on fait, puis juste de nous donner des tribunes aussi, puis de recevoir les invités comme vous le faites, de continuer de le faire, vraiment. Puis de continuer de faire ça, puis sérieusement, quand je vais l'avoir, la réponse à ta question, Marie, qui date déjà de plusieurs minutes,
c'est quoi le portrait du meilleur accompagnateur? Je n'ai pas la réponse. Là. Mais tu vas nous la donner quand tu Je vas te l'avoir. je te le dis. Puis en plus, tu vas y contribuer probablement comme répondante éventuellement. Mais c'est clair qu'on est là-dessus, intéressé à le savoir. Mais c'est sûr parce que tu l'as dit, c'est un océan. Fait que essayer de trouver le bon accompagnateur. Puis j'ai l'impression... Puis on va clore le sujet sur l'accompagnement avec ça. Je te vais quand même te donner la permission de recommenter de ce que je dis pour pas que je me trompe, là, mais il n'y a pas juste une méthode, comme on a dit, il n'y a pas juste une recette. Non, donc, il n'y a pas juste un accompagnateur qui est parfait pour toutes les entreprises, dépendamment du besoin de l'entreprise, où ils sont rendus, la connaissance qu'ils ont déjà à l'interne, peut-être qu'un accompagnateur va être plus adapté pour répondre à certaines autres lacunes de l'entreprise pour bien être accompagné. Oui. Je pense que, pour moi, ma compréhension de tout ça, c'est il y a du bienfait à être accompagné. Il ne faut pas penser qu'on peut faire confiance aveuglément à l'accompagnement. Il faut qu'à titre d'entreprise, tu gardes les rênes sur ton projet, puis tes besoins, puis ton objectif d'affaires établi, quitte à ce que tu aies un troisième parti impliqué dans ta réflexion pour être sûr que l'accompagnateur technologique qui est avec toi ou autre ne prend pas le contrôle de ce qui se passe. Mais je pense qu'il y a du bienfait à ça. Clairement. Ah oui, non, là-dessus, je peux juste te suivre. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'écosystème en ce moment, de la manière, puis là, c'est ça que je dis qu'on a moins de contrôle là-dessus, c'est qu'il est fait de façon à favoriser la suite de petits projets que tu vas enchaîner. C'est que malgré que la structure écosystémique nous amène à comme être obligé de vivre là-dedans, je connais quand même pas mal d'entreprises, puis même pas mal de consultants. Puis, tu sais, là, on les a peut-être présentés sous un jour pas toujours positif. Au contraire, moi, j'en connais qui sont vraiment en partenariat. Vous l'avez reçu ici, d'ailleurs, là. Ils sont vraiment en approche de partenariat avec les entreprises. Ils sont vraiment ouverts à... Puis, ils vont déjà dire... Tu sais, parce que l'entrepreneur, tu sais, je l'ai dit tantôt, l'entrepreneur, lui, il est moyennement intéressé à faire ça avec quelqu'un d'autre parce que soit il ne se sent pas compétent ou il est plus intéressé à s'occuper de sa business, puis ça, c'est correct, puis c'est légitime. Mais il ne pourra pas tout déléguer au consultant. Puis le consultant compétent va dire, ben non, ça t'appartient, justement. Tes objectifs, c'est pas moi qui les décide, c'est toi. On peut en jaser, on peut t'aider à cheminer, mais tu ne peux pas me déléguer ça comme tu me déléguais ta comptabilité il y a 25 ans. Tu sais, tu amenais ta boîte de chaussures, parce qu'il faut que ça ta soit boîte de facture dans une boîte à chaussures au comptable, là, c'est pas ça que tu vas faire. Là. Mais c'est surtout que c'est parce qu'il faut que ça fasse partie de ton identité. C'est pas moi qui peux te l'imposer parce que quand je vais quitter, ça tiendra pas la route. C'est ça. Là, je vois le temps filer. Oui. J'ai l'impression qu'on aurait pu rester ici on n'aurait pas à parler encore longtemps. des heures. Je veux te permettre de deux autres sujets avant qu'on clore puis qu'on essaie de faire ça de façon rapide, mais quand même claire et précis. Aujourd'hui, on a parlé de quand même beaucoup de choses qui attraient quand même à beaucoup de sujets qui te passionnent au niveau de la recherche, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas adressé aujourd'hui que tu aimerais partager à une entreprise qui désire entamer sa transformation numérique ou qui l'a entamée, mais qui est encore un peu dans le flou de sa démarche? Oui, je l'ai dit à mots couverts, je vais le dire encore plus clairement. Puis là, je m'adresse vraiment aux dirigeants d'entreprise puis aux entrepreneurs. Dites-vous que si autour de la table, il y a quelqu'un qui vous dérange particulièrement avec ces questions, c'est pas d'y montrer la porte, la solution. La solution, c'est de vous demander pourquoi les questions de cette personne-là vous dérangent tant. Parce que probablement que c'est les meilleures questions qui vous sont adressées, même si ce n'est pas l'impression que vous avez à court terme. Même si c'est dans votre tête, c'est pas pour ça que je suis embarqué dans ce projet-là. C'est pas pour ça que j'ai fait ça. C'est pas pour ça que je mets de l'argent sur la table. Donc, peut-être cet inconfort-là. Oui, inconfort. Puis des fois, l'inconfort, il est puissant, là. Il déclenche toutes sortes de réactions, plus ou moins le fun. J'en témoigne. C'est peut-être pas ça la solution. À court terme, ça va sembler la bonne idée. Mais la complaisance, c'est rarement payant à long terme. Puis la complaisance, de se trouver bon avec du monde qui vont ne faire que ça, flatter dans le sens du poil, pour dire « Ah oui, vous êtes donc bon », bien,
lumière rouge. Fait qu'un consultant, justement, c'est pour ça que je dis, un bon consultant, il va se placer à la fois en partenaire, mais il peut aussi vous challenger. Pas juste les chercheurs qui peuvent vous challenger. Il y a aussi, moi, c'est comme un indicateur de bon accompagnateur. Ça faisait partie de vos questions. Si vous vous sentez un peu remis en question par lui ou elle, gardez-le à côté de vous. C'est bon signe. C'est ça. Fait que ça, on ne l'a pas dit clairement. Je l'ai peut-être de manière détournée. Oui. Fait que ça, c'est un élément que j'avais envie de repartager. Puis, c'est ça. Dans toutes les discussions qu'on a eues aujourd'hui, afin de clore cet épisode, c'est quoi qui t'a le plus marqué de notre conversation? Eh boy! qui m'a marqué, en fait, c'est fou. J'étais comme préparée à quelque chose, puis c'est pas du tout ça qui s'est passé. Improvisation. Improvisation, vraiment. Mais merci, en fait. J'ai le goût de vous remercier parce que vous m'avez amené à exprimer des choses que je sais, puis pour lesquelles je pense que je fais du bon travail, mais de l'exprimer de façon différente. Puis pas dans un format scientifique, pas dans un format je suis en réunion de recherche. Oui. Non, vous l'avez vraiment, ça m'a surpris. Là, j'ai hâte de voir le rendu de ça, par exemple. mais on souhaite que ça va être profitable aux autres aussi, que ça ne s'est pas juste passé entre nous, puis que ce que j'ai senti comme échange, et il n'y a que nous que ça va intéresser. Oui, c'est ça. On n'espère pas. On n'espère pas. Mais ce qui m'a marqué, c'est ça. Puis j'aime ça. Ça me donne de l'espoir, vraiment. C'est ça. J'avais besoin de ça ces temps-ci, là, on dirait, là, de me dire. Fait que ma petite infolette d'hier, puis la conversation qu'on vient d'avoir, là, ce qui m'a surpris, c'est pas tant, mais ce qui m'a fait du bien, disons. Ouais. C'est ça que je vais vous dire. Ouais. Ça fait du bien entendre. J'apprécie beaucoup. Oui, ça t'a fait cet effet-là. Oui. Ben, d'accord, tant mieux. Un énorme merci. On est rendu au point qu'il faut clore. Parce que, comme je dis, malheureusement, oui. Toute bonne chose a une fin, c'était une bonne chose, mais... C'est sûr qu'on continue encore pendant 4 heures, soit faut mettre une fin à tout ça. On te dit un énorme merci, Claudia, de ta participation, de ton enthousiasme, puis de tout le partage de connaissances que tu nous as fourni aujourd'hui. Tu l'as bien mentionné. Nous, on sort d'ici enrichis de cette conversation, donc on souhaite que les auditeurs se sentent de la même façon. N'hésitez pas à la maison de nous écrire pour des questions si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit. Mais vraiment, Claudia, un énorme merci pour cette présence. Bien, merci à vous autres. Très bonne idée, très bonne initiative. Lâchez pas, continuez, c'est super chouette. Génial. On vous dit aussi merci à vous à la maison qui nous écoutez. N'hésitez surtout pas à vous abonner à nos plateformes, le Gym numérique, et à partager ce contenu-là à quelqu'un. Ça pourrait faire vraiment la différence dans leur prise de décision par rapport à la transformation numérique. Donc, on vous souhaite une très belle journée et on vous dit à bientôt.